Alors, après ce petit intermède de 20 minutes, et après avoir entendu le témoignage de 3 entreprises qui sont à peu près toutes de la même taille, enfin 80 personnes pour Castel et autour de 200, un effectif de 200 pour les 2 autres entreprises, on va maintenant prendre des témoignages de structures beaucoup plus importantes. Et le premier témoignage, eh bien, il va nous venir de M. Denard, qui a en charge la transmission des compétences auprès de l'entreprise qui s'appelle DCNS. Bonjour Monsieur Denard. Je ne sais pas si ça marche, Oui, donc, ce que je vous propose, tout comme vos prédécesseurs, c'est d'avoir une rapide présentation. Donc on va écouter, parce que je crois que c'est un petit vidéo qui passe de l'entreprise, et puis si vous voulez rajouter quelque chose après, vous préciserez les choses. Oui, alors là j'ai juste... donc on a vu une partie de nos produits. On est donc des CNS, on est dans la construction et le maintien d'un certain nombre de bâtiments pour la marine. Enfin, ce qu'on appelle nos bâtiments, ce sont des bateaux en fait, hein. Donc ça passait un petit peu vite. On a vu un certain nombre de nos produits, notamment ce qu'on fait sur Brest, qui est donc l'entretien des sous-marins nucléaires. Particularité de Brest, et notamment aussi de DCNS, c'est qu'on a un contrat particulier avec la marine. On s'occupe de l'entretien de leur bateau, mais on vend une prestation on vend de la disponibilité. C'est-à-dire que lorsqu'on passe un contrat avec la marine, on leur passe pas un contrat en disant « si vous tombez en panne, on va vous réparer votre bateau ». On passe un contrat en disant « votre bâtiment, votre sous-marin, on vous assure que pendant 3 ans, il ne sera indisponible que 2-3 mois ». C'est un peu un concept un peu nouveau qu'on a mis en place il y a, je dirais, 3-4 ans. Je sais qu'il y a un slide en fait où l'on montrait aussi nos principaux clients en fait au niveau mondial, donc un peu l'une des interventions qu'on fait dans le monde. C'est aussi une exigence que lorsqu'on parle de gestion des compétences, en fait, nous on l'a subi, enfin on l'a abordé en tant qu'exigence client. On a beaucoup de nos clients étrangers qui, lorsqu'ils nous demandent d'intervenir ou de construire leur bâtiment, nous demandent prouvez-nous que vos collaborateurs sont compétents pour intervenir sur ce genre de matériel. C'est-à-dire qu'on envoie quelques équipes dans des pays, notamment au Proche-Orient, et ils partent avec leur fiche de compétences qu'ils doivent montrer aux clients. Donc voilà un peu une idée nouvelle en fait, que je n'ai pas senti tout à l'heure qui avait été abordée. Nous on l'a aussi abordé au niveau exigence client. Donc aujourd'hui, lorsqu'on m'a demandé d'intervenir au niveau de 2 questions qui étaient le pourquoi et le comment. Alors pourquoi gérer la compétence? Bon, j'ai apporté une partie de la réponse, c'est notamment une exigence client. Pourquoi également? Parce que... c'est moi qui l'ai... D'accord. Alors, et pourquoi également? Parce qu'on a été aussi, comme je l'ai entendu tout à l'heure, on a subi aussi également des départs qui n'étaient pas prévus. Alors, je vais vous aborder juste mon intervention sur 3 thèmes différents, enfin 3 sujets, 3 chapitres différents. Donc, notre démarche GPEC. GPEC, alors, juste quelques rappels, hein, quelques définitions. Donc, l'un des grands axes stratégiques de DCNS est de développer et de maintenir les compétences de ses collaborateurs, d'assurer l'adéquation entre les compétences nécessaires, l'activité de l'entreprise et les orientations données dans le cadre de la politique industrielle. C'est vrai que dans la politique industrielle aussi, on s'est rendu compte que nous avons aujourd'hui un certain nombre de compétences, mais on s'est posé la question, est-ce que ça vaut le coup aussi de les entretenir? Est-ce que ça vaut le coup d'investir dans ces compétences, sachant que la politique industrielle va changer, nos produits vont changer, et ce qu'on fait aujourd'hui, on le fera peut-être pas demain. Et donc la finalité en fait de la gestion prévisionnelle des emplois et compétences est donc satisfaire d'une part l'objectif stratégique, répondre en temps qualitatif aux besoins de nos clients, c'est bien ce que j'ai dit tout à l'heure, bien répondre à l'exigence client. Lorsque je parlais tout à l'heure de clients étrangers, mais aussi également la marine nationale aussi aujourd'hui a également cette exigence. Voilà, donc à peu près, donc pourquoi c'est également
un moment sur Brest, on s'est regardé en fait, et puis on s'est dit, on va regarder par rapport à nos effectifs, quelles sont les données de sortie en fait au niveau de nos personnels. Tout à l'heure, il y avait un intervenant précédent qui disait sur du court, du moyen terme. Nous, on a identifié les principales causes de nos départs, qui sont les départs à la retraite. Nous, on est beaucoup confrontés à un gros problème qui sont les départs avec l'amiante. Beaucoup de personnel partent aujourd'hui. Je vous montrerai tout à l'heure un peu la volumétrie. On le voit là sur 2007 et le prévisionnel en fait du nombre de départs. Vous voyez sur 2007, 119,9 c'est en temps plein. Hein, donc ça fait à peu près 120 personnes qui partent. 180 qui sont prévus en 2008, 120 en 2009 et donc ça va commencer. Également, donc, les travaux insalubres qui sont donc des départs anticipés pour des personnes qui ont été exposées à des produits, disons, toxiques. Retour vers l'État, simplement parce que notre histoire, ça fait depuis 2003, donc nous sommes une société privée. Auparavant, nous étions donc dans le giron du ministère de la Défense, et donc on a donné la possibilité à un certain nombre de personnes de rester sous ce statut-là, donc on a toujours un certain nombre de personnes, enfin bon, qui commencent à décroître, mais si j'avais eu les chiffres 2004-2005, le chiffre était bien plus important. Bien plus important. Et donc, enfin bon, après, derrière, un certain nombre de chiffres. En départ amiante, simplement, sur les ouvriers et les techniciens par famille professionnelle d'emploi, on a eu un gros choc en fait, c'est sur nos métiers de cœur en plus, ce qui sont la chaudronnerie, la mécanique, l'électricité et aussi la manutention. En pourcentage, depuis 2002, nous avons perdu 50% de nos chaudronniers, 44% de nos électriciens et donc 39% de nos mécaniciens. Parce que je crois que c'est à peu près ça, je suis un peu en décalé. Et voilà. Donc au niveau de la manutention, ça fait à peu près 43% de nos personnels qui sont partis, je dirais, de façon brutale, sans qu'on ait eu le temps d'anticiper leur départ. Ce qui a fait que donc on a perdu un certain nombre de compétences. Notre outil, en fait, on est parti de ce constat-là en disant on va quand même essayer de contrôler cette hémorragie et essayer aussi également donc, de piloter tous ces départs. Piloter, enfin, je parle au niveau compétences. Donc le premier travail qu'on a réalisé sur Brest, c'est d'aller voir aussi les opérateurs, les opérationnels plutôt, en leur demandant, en les rencontrant pratiquement un par un, en leur demandant quelles sont les compétences que vous détenez, vous, dans votre activité. Alors d'abord, l'accueil n'a pas été tout le temps le plus favorable, parce qu'on avait oublié aussi de leur expliquer notre démarche. On est revenu une deuxième fois en leur expliquant la démarche, en disant on a besoin de capitaliser vos compétences, on a besoin de les recenser, on a besoin de les remettre dans un outil commun pour que ça serve à l'ensemble de l'entreprise. Ça a été mon premier boulot en fait au niveau de la gestion des compétences, c'est donc de récolter simplement sur un tableau Excel les différentes compétences. Alors qu'est-ce qu'une compétence, comment on la décrit, ce qui était aussi donc un de nos premiers boulots. Donc j'ai récolté un certain nombre de compétences, mais après il a fallu donc les ranger en fait. C'était un gros travail. On y reviendra là tout à l'heure. Nous avons donc créé un outil qui était Comet. En fait, à DCNS, nous avons un outil global qui est Chorus, enfin qu'on appelle Chorus, qui est un outil de gestion, qui gère aussi bien la paye, les congés, le référentiel emploi, mais n'apportait pas en fait le plus que l'on voulait sur le terrain, c'est-à-dire des compétences avec un maillage très fin. Nous, on voulait savoir recenser les personnes qui étaient capables de, par exemple dans nos métiers, une personne qui est capable de souder de la main gauche, en fait, on en trouvait très peu dans le milieu de l'industrie, quelqu'un qui est capable de souder avec un miroir, ou des choses comme ça, enfin des choses vraiment basiques. Vous allez dans n'importe quelle agence d'intérim, vous avez du mal à les trouver. Donc c'est vraiment là ces compétences qu'on a nous repérées, en fait, c'est avec un maillage très fin. Donc pourquoi pas Chorus? Parce qu'ils ne pouvaient pas répondre à ce maillage très fin. Donc juste une présentation assez succincte, parce qu'il y a un certain nombre de slides, mais on va y passer assez rapidement. Juste, voilà la définition en fait, nous, d'une compétence.
Une compétence a un libellé, en fait. Qu'est-ce qu'une compétence? Là, je sais pas, analyse psychochimique et radiochimique. Cette compétence, c'est quoi? C'est être capable de réaliser un machin, enfin bref. Les compétences requises, le savoir-faire technique. Il y a également aussi le temps d'acquisition de cette compétence, parce que sur certains de nos produits, notamment la spécificité de notre entreprise, c'est que l'on ne voit certains produits que tous les 5 ans, voire même tous les 10 ans, parce qu'ils ne sont pas démontés tous les jours, parce qu'ils sont sous l'eau, enfin bon. Donc il faut, sur ce laps de temps, garder cette compétence. Donc si on n'anticipe pas, et en prenant bien en vue que le temps d'acquisition peut être de 5 ans, on va dans le mur aussi également, on ne gère pas complètement. Également, le type d'acquisition, c'est-à-dire comment on acquiert cette compétence, soit par la formation sortie d'école, je dis un schéma classique, soit parce que ce qu'on appelle, nous, du matelotage, c'est-à-dire on met cette personne, alors on disait du tutorat, enfin bon, nous c'est du matelotage, le terme qu'on emploie, c'est on va mettre un jeune en compagnonnage avec quelqu'un qui a cette compétence. Également aussi, qui a été une aide, parce que je travaille aussi sur les formations, les formations associées pour acquérir cette compétence. Ce qui va nous aussi derrière, après, on l'avait imaginé un moment, avec un simple clic, pouvoir monter notre plan de formation très très rapidement. Donc là, c'est la description de la compétence. On va passer sur certains... Et là également, donc, on a recensé par équipe et par département les compétences nécessaires avec un nombre mini. Pour pouvoir préserver mon activité, j'ai besoin d'avoir tant de personnes capables d'intervenir sur ce genre de matériel. Il me fallait aussi cette approche. Bon, je vais passer sur un certain nombre de... Là, alors, et du coup, sur cet outil aussi, on gère par rapport à la personne, en fait. Monsieur Intel, donc importe, détient telle compétence, avec un calendrier 2003-2004, qui bien sûr va s'alimenter au fur et à mesure, et en lui donnant un niveau de compétence. On a déterminé, nous, trois niveaux de compétences. Niveau 1 qui est en cours d'acquisition, 2 maîtrise et 3 experts. Alors, je sais que ça a été aussi source de discussion dans les définitions exactes de la maîtrise, la sensibilisation et surtout de l'expert. Ce nous, on a défini comme expert, c'est quelqu'un qui est capable de transmettre ses compétences. Et aussi, donc on a, comme je vous disais tout à l'heure, des départs, et on essaie de les prévoir en y apportant déjà, donc, est-ce qu'il est éligible à l'amiante? Est-ce qu'on a un risque de voir cette personne partir à l'amiante? Ce qui va derrière automatiquement calculer son départ. Sachant qu'au niveau ouvrier et TSO sur Brest, l'âge moyen de départ, si les gens partent à l'amiante, est de 52 ans et demi. Donc on considère qu'à partir de 52 ans et demi, on est le plus pessimiste possible, quoi. À 52 ans et demi, on peut perdre cette personne. Également, donc, s'il bénéficie des travaux installés, n'importe comment, il partira à 55 ans. Donc, ce qui fait alimenter un certain nombre de données derrière. Bon, on va peut-être passer sur les détails. Également, quelque chose d'important. En fait, là, ce que je vous présente, c'est une base de données. Derrière aussi, bien sûr, on a mis des outils, on a mis des extractions qui nous permettent de façon visuelle de prévoir ces départs, ou voir un peu où on est en pénurie. Un volet qu'on a aussi également mis, parce qu'on est sur des projets, c'est je me positionne sur un projet, bon, je vais prendre, j'espère ce qui va nous arriver, c'est la construction du 2e porte-avions. Être capable de prouver au client qu'on pourra le faire dans les délais. C'est-à-dire qu'on va apporter au client, imaginons que le porte-avions se fasse on est en 2008, à partir de 2014, les 2010, on va être capable d'apporter au client la preuve que l'on détient les compétences. C'est pas quand on sera en train de construire le porte-avions qu'on va se dire mince, mais moi j'ai passé un marché, puis j'ai personne qui est capable de monter la catapulte, parce que c'est un des produits sensibles du produit porte-avions. Donc aussi on est capable de se projeter sur l'avenir. Hop là, pardon. Donc là, c'était un peu notre outil que je voulais vous présenter, parce qu'il faut bien maîtriser la gestion des compétences et que ce soit quelque chose qui soit utilisable, que ce ne soit pas non plus qu'un outil DRH, mais également aussi un outil qui sert aux opérationnels. Une des actions ou un des processus que nous avons donc utilisé pour
pour transmettre la compétence, c'est ce qu'on appelait, nous, enfin, ce qui est appelé la transmission du savoir. C'est on a repéré un certain nombre de cibles dans lesquelles on s'est vite rendu compte qu'on pouvait perdre vite fait la compétence par le départ des personnels. On a isolé, alors on était un cas d'école parce qu'on apprenait en même temps qu'on faisait en fait, hein, parce qu'on était un peu autodidacte, on a tâtonné, on a fait des erreurs, on est aujourd'hui encore en train de se stabiliser. On a notamment détecté quatre compétences qui pour nous étaient critiques, qui sont les bouilleurs, en fait, c'est l'appareil qui, sur les sous-marins, transforme l'eau de mer en eau douce, qui paraît peut-être, lors d'une définition simple, un appareil simple, mais c'est quelque chose qui est très 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 compliqué, et qui est en plus, je dirais, aujourd'hui que seul et uniquement des CNS est capable d'entretenir et de monter. Alors les appareilleurs, qu'est-ce que les appareilleurs? Ce sont les gens qui embarquent et qui débarquent tous les matériels à bord des sous-marins et des bâtiments de surface. Alors, mais ce sont des gens qui sont donc des manutentionnels, je n'aime pas trop employer le mot, mais ce sont des gens qui manipulent des appareils qui coûtent plusieurs centaines de millions d'euros et qui n'ont pas le droit de laisser tomber ou aucun choc, enfin, avec des exigences, notamment dans le respect des vibrations. Enfin, donc, ce sont vraiment des experts, ce sont des gens qui sont capables d'extraire une baie électronique d'un sous-marin avec un travail en équipe, quelqu'un qui est tout en haut d'un pont, quelqu'un qui est en trois étages en dessous de sous-marin et juste une personne au-dessus en train de guider le pontier. Et là, il faut que ça passe, je vous dis, à 1 millimètre près, il faut que ça passe. Traçage usinal, c'était dans un bureau d'études qu'on a un peu abandonné en fait. Hein. Et donc système électrique du canon de sang, parce que le canon de sang, bon, ce sont des gros canons qui sont sur nos frégates. C'est du matériel qui date peut-être des années 1960. Donc vous voyez qu'on travaille aussi également sur du matériel qui peut paraître obsolète, mais qui est toujours en activité. Donc on a eu aussi également besoin de former ces gens-là, parce que bon, on ne trouve pas aujourd'hui d'électriciens sortant d'école capables d'intervenir sur ces vieux matériels. Notre démarche était donc d'analyser et de recueillir les savoir-faire avec des référents. C'est-à-dire, on a imaginé en fait... On a essayé d'expliquer au personnel quel était leur intérêt en fait de transmettre leur savoir. Ça a été assez mal perçu. Pourquoi on me demande d'écrire, pourquoi on me demande de m'exprimer, pourquoi on me demande de donner tous mes filons en fait sur la réalisation de mon travail. Pourquoi? Parce que ils étaient assez réticents. Donc on a fait intervenir des gens, on a formé des gens et on est en train d'en former. Des gens qui, je dirais, avaient un parler technique. On n'allait pas envoyer des gens, je dirais, de la DRH il fallait que ce soit des gens, je dirais, du même niveau, du même milieu, c'est-à-dire du milieu de l'industrie. Des gens qui parlent un peu le même langage, mais qui sont en plus capables de recueillir le savoir-faire, c'est-à-dire l'écrire, le formaliser. Donc ça a été aussi également, et nous sommes en train de le faire là actuellement, donc être capable de recueillir ce savoir-faire-là. Et donc, derrière, je sais plus, et derrière, on a aussi, on commence à former des gens sur l'ingénierie de formation, c'est-à-dire le médiateur a récolté les compétences, elle l'a plus ou moins formalisé, et derrière, donc, comment on va former le personnel et comment on va former les compagnons à cette méthode-là. Donc, quelques exemples, hein, c'est transmis. Alors, sur des batteries, je ne vous donnerai pas l'explication de l'autre, de RASMCM, transmission de la compétence, entrée de bassin des sous-marins, qui est véritablement une compétence aujourd'hui. Vous ne pouvez pas embaucher en embauche directe quelqu'un qui va vous dire « moi je sais faire entrer un sous-marin dans un bassin ». Je dirais si peut-être qu'on a un camion dans un hangar, peut-être, mais sous-marin, non. Voilà. Donc vous voyez, ce sont vraiment des métiers spécifiques, c'est aussi notre plus-value, c'est aussi notre avenir de garder ces compétences-là. Et puis également, donc là on est un peu, je dirais, établissement pilote Brest, mais donc on est implanté sur l'ensemble du territoire français. Et donc évidemment, aussi pour favoriser la mobilité, on partage aussi avec nos autres collègues toulonnais, cherbourgeois et de tous les établissements. Également, un des facteurs que j'ai noté là, c'est qu'on ne peut pas réussir cette démarche s'il n'y a pas une forte implication de la hiérarchie. Je dirais la hiérarchie de façon globale. S'il n'y a pas une forte implication de tout le monde, c'est pas la peine d'aller se jeter là-dedans. S'il y a quelqu'un, un maillon qui est réticent, on va se casser la figure, parce qu'il faut vraiment
que chacun adhère à cette démarche et puis que chacun comprenne. C'est ça aussi la difficulté, c'est d'aller sur le terrain, expliquer les intérêts de cette démarche. Également, donc, c'est pas tout de faire un coup d'essai, et puis il faut aussi également donc, pérenniser la méthodologie. Tout à l'heure, je vous montrais l'outil qu'on avait, Chorus, qui est capable de faire des extractions. Bon, je n'ai pas été vous le montrer. Il faut garder cette démarche-là. Donc, automatiser, formaliser la détection des compétences critiques, c'est-à-dire aussi également qu'on est capable, sur des seuils, enfin, on a repéré un certain nombre de compétences critiques, on est capable de les identifier. Et donc, de toujours avoir une veille là-dessus, en fait. Et donc, pérenniser la méthodologie, c'est donc créer une équipe dédiée à cette activité de transmission du savoir. Donc, ce sont des binômes, hein, médiateurs, ingénierie de formation. Et donc, on ne veut pas en faire des spécialistes, on ne veut pas en faire des gens à temps complet, on veut simplement que ça soit une de leurs activités. Je dirais, là, on a mis à peu près 10% d'emploi temps plein. Comme pour les auditeurs, également. Ouais. Voilà, il me semble que c'est... Les difficultés recensées, oui c'est vrai, automatiser les extractions, recensement et formation des médiateurs, on a, je dirais, un petit peu de mal à trouver des gens capables de... Ou capables, on les a détectés, volontaires c'est autre chose en fait. Hein, on a du mal à trouver les deux, le capable et le volontaire. Et la manque de transparence dans la démarche, c'est vrai qu'il y a une mauvaise compréhension des opérateurs du processus, ils ont l'impression qu'on leur vole le savoir-faire, ils ont l'impression qu'on leur vole leur plus-value. Alors que, c'était la même réflexion que j'entendais là tout à l'heure. Il faut bien expliquer que c'est une démarche et que c'est pour l'intérêt de tout le monde, de l'entreprise, mais aussi de... Voilà. Également aussi, manque de méthodologie pour permettre aux chefs d'équipe et aux managers de recenser les compétences stratégiques. C'est vrai que là aussi également, je dirais, en résumé, si on ne communique pas, si on n'explique pas, la démarche est très difficile et même elle n'aboutira pas. C'est vrai que peut-être que je comprenais tout à l'heure sur une entreprise, je dirais une centaine de collaborateurs, je dirais que c'est un peu plus facile que nous, je dirais Brest, 2600 collaborateurs éparpillés sur un site qui est énorme en fait, on ne se connaît pas tous dans l'entreprise. Donc essayer de fédérer cette démarche est assez difficile, mais c'est aussi l'intérêt aussi également. Je dirais que si ça avait été trop facile, ça n'aurait pas été marrant. Donc voilà un peu notre démarche. Donc, voilà. Merci M. Lebnar. Donc, si je résume, des métiers très spécifiques, parfois des difficultés d'anticipation, mais votre méthode a été de construire un référentiel des métiers, un référentiel des activités et de faire un tri croisé entre les deux pour essayer aujourd'hui de pouvoir anticiper ce qui se passera alors à plus ou moins long terme. C'est ça en fait, c'est le tri, le maillage de tout ça en fait qui est la difficulté, mais qui est aussi donc on doit passer par là, c'est le résultat en fait. Très bien. Alors après ce témoignage de DCNS, donc 2600 vous disiez sur Brest, en tout DCNS c'est sur l'ensemble de la France. Le groupe c'est 12 500. 12 500. Alors c'est la journée des industriels, et pour faire une entorse un peu à cette notion d'industriel, et pour éviter qu'on reste dans notre monde à nous, on a souhaité avoir un témoignage d'une toute autre activité. C'est une activité qu'on peut classer quand même d'industrielle, mais ceci dit, elle est marchande plutôt. C'est une activité dans un autre monde que le monde de la production, c'est le monde de la banque. Et donc je vais appeler maintenant Madame Le Faller, qui travaille au service des ressources humaines du groupe Arkea. Donc oui, moi je travaille dans les services de ressources humaines du Crédit Mutuel Groupe Arkea, donc je suis basée à Brest actuellement. Je suis un pur produit du Crédit Mutuel, parce que j'ai 20 ans de Crédit Mutuel. Et je suis dans les ressources humaines, responsable d'un service d'études de ressources humaines, où je travaille entre autres avec mes chargés d'études sur des dossiers de gestion de compétences, de gestion prévisionnelle, de transfert, d'emploi, d'activité, etc. Donc c'est dans ce cadre-là qu'on m'a sollicité pour vous présenter, alors non pas des solutions concrètes et des exemples très précis comme vous avez jusque-là, parce qu'évidemment on n'est pas dans le même cadre. Je vais un petit peu piquer l'idée que j'ai entendue tout à l'heure chez Castel. Je vais vous raconter une histoire aussi, alors c'est pas la même, mais c'est un petit peu surtout vous montrer en fait la réflexion qu'on a pu avoir autour du transfert de compétences. Pas depuis l'origine, mais les évolutions. Alors avec quelques exemples, les exemples sont transposables ou pas dans n'importe quel type d'entreprise.
Voilà, c'est pas non plus tout ce que l'on fait, mais c'est montrer un petit peu l'évolution de la réflexion que l'on a sur ce thème-là, parce qu'évidemment, c'est un sujet que l'on utilise depuis maintenant pas mal d'années et que l'on réactualise sans arrêt. Donc je voulais juste un petit peu au préalable pour comprendre, parce que comprendre la réflexion RH et notamment la réflexion autour des compétences d'une société, c'est aussi quelque part connaître l'histoire de cette société, parce que c'est souvent la maturité de la société qui va expliquer un certain nombre de réactions. On a vu tout à l'heure des tailles d'entreprise et des histoires différentes. Pour le Crédit Mutuel, 1970, c'est le démarrage de ce qu'on appelle le Crédit Mutuel de Bretagne, c'est les premiers noms qui arrivent. Donc ça permet de voir que c'est pas si vieux que ça. Donc 2008, 38 ans, mine de rien, c'est, je veux dire, une génération de salariés. Et c'est pas rien parce que justement, ça va montrer que les problématiques de maintenant sont forcément différentes que celles qu'on avait dans les années 70. Parce que dans les années 70, eh bien, les gens rentraient au Crédit Mutuel, et puis dans les années 2008, ils sont plutôt, pour certains, en train de sortir. Donc on a une société qui est finalement assez jeune. Au départ, c'était vraiment département par département. Une dizaine d'années plus tard, fédération de toute la Bretagne, les 4 départements. Donc là, on voyait déjà commencer à poindre la notion de territoire. C'est forcément différent de gérer une société sur un seul département que sur 4. 1980, là, on a sur une diversification non plus forcément géographique, mais d'activité. Petit à petit, le Crédit Mutuel de Bretagne a commencé à diversifier son activité. Au départ, dans les années 70, on vendait du livret bleu, principalement, on va dire, un compte chèque, enfin 2-3 produits. Dans les années 80, on commençait à parler de finance, on commençait à parler de SICAV, on commençait à parler de crédit, on commençait à parler de d'autres activités. Donc petit à petit, le Crédit Mutuel, pour pouvoir être autonome dans ses activités, a commencé à se diversifier dans ses activités, puis dans des filiales, dans des structures différentes. Donc on avait un territoire, on commençait à avoir des sociétés différentes à l'intérieur de la même société. Donc d'autres problématiques, forcément, qui interviennent là, liées au développement tout simplement d'une société. En 2002, je vous ai mis que quelques grandes étapes, évidemment. En 2002, création du groupe Arkea, parce qu'aujourd'hui, on ne dit plus Crédit Mutuel de Bretagne, on dit groupe Arkea, parce qu'en fait, là, on a regroupé différentes fédérations, donc notamment le CMB, qui était évidemment le départ sur la Bretagne, mais également le CMSO, qui est le sud-ouest, Bordeaux, Angoulême, pour faire grand, et puis le CMMC, qui est le Massif central. Donc là aussi, autre problématique, couverture du territoire différent, des équipes plus grandes, et surtout, intégrer dans une même société des fédérations, c'est-à-dire des entreprises qui ont leur propre histoire, qui ont été créées à des moments différents, qui avaient leurs propres habitudes, leurs propres comportements. Donc comment on peut réussir à harmoniser, à faire une seule entreprise quand on a intégré, alors on peut retrouver ça avec des filiales, on retrouve ça quand on fusionne des sociétés, on retrouve ça quand on crée d'autres sociétés. Comment faire que ça devient une seule et même entreprise? Aujourd'hui, les domaines d'activité, on est sur de la banque de réseau, avec une multitude dans la gamme de produits qui vont de dépôt, crédit, service, pour faire simple. On a également tout un volet assurance et un volet finance. Grande activité générale. Et ce qui est en couleur là, c'est notre zone géographique des réseaux. C'est-à-dire ce qu'on appelle nous le réseau, ce sont les agences bancaires. On appelle ça les caisses locales chez nous. Donc les caisses, elles sont réparties là. Donc aujourd'hui, le Crédit Mutuel, il est présenté comme ça. Alors ce schéma-là permet de voir justement, c'est la traduction en fait de toute l'histoire. 3 fédérations en haut, Bretagne, Sud-Ouest, Massif central, qui gardent une certaine autonomie dans leur fonctionnement. Des fonctions support au centre qui permettent de gérer un peu tout, et puis en dessous un certain nombre de filiales, et ça c'est régulier, alors des filiales que l'on a créées de toutes pièces, ou des filiales parce qu'on a acheté des sociétés, des filiales, etc. La dernière étant Fortuneo, et ça fait 1 an. Donc on a, quand on regarde ce schéma-là, et pourquoi je le détaille, c'est bien par rapport au transfert de compétences, on se rend compte qu'on a un poids d'histoire qui nous pose des problèmes différents suivant les époques. Alors je ne vais pas remonter forcément au départ. Aujourd'hui, le Crédit Mutuel Groupe Arkea, 3 fédérations sur 11 départements, vous avez vu la petite carte de France tout à l'heure, 2,7 millions de sociétaires, chez nous ce sont des sociétaires et pas des clients, parce qu'ils détiennent une partie de notre capital, ça aussi c'est une particularité. Un peu moins de 600 points de vente, donc là on va se retrouver, même quand on parle de compétences, on va se retrouver avec un maillage du territoire qui est compliqué, qui est forcément plus compliqué que si on est tous sur le même site. On ne peut pas décider du jour au lendemain de réunir tous les salariés pour les former sur une problématique particulière, parce qu'ils sont répartis un peu partout. 11 filiales réparties, alors pour le coup les filiales sur l'ensemble du territoire français, donc
Nous avons dans nos équipes des filiales qui sont sur Marseille, qui sont sur Paris, qui sont partout. Une entreprise qui est jeune, ça je l'ai dit, donc on va voir que ça a un impact forcément. Hein. On n'est pas dans une entreprise familiale 3 générations, nous on est sur un peu moins de 40 ans. Une particularité, c'est notre statut, c'est-à-dire que nous sommes une banque coopérative mutualiste. Alors sans rentrer dans le détail, c'est important pour nous parce qu'on n'a pas une base actionnariat, on n'est pas une entreprise cotée en bourse, on n'a pas d'actionnaires. Ce sont nos clients, nos sociétaires qui sont les propriétaires du Crédit Mutuel. C'est important quand on aborde même la RH en général et le transfert de compétences parce que ça nous laisse une notion d'urgence ou de délai qui est différente. C'est-à-dire qu'on n'a pas d'actionnaires à rentabiliser à la fin de l'année, on n'a pas de calcul de dividendes sur une action, donc on peut s'engager dans certains process sur des durées plus longues. Et souvent on va se rendre compte que quand on parle de compétences, d'évolution, de gestion des salariés, la notion de délai elle est souvent importante. On a vu parfois quand il arrive un départ non prévisible, souvent il faut dégainer tout de suite. Et ça c'est compliqué parce qu'on n'a pas le temps. Donc d'avoir un peu de temps, c'est un sacré atout en fait pour la gestion. Autre chose sur le mutualisme, c'est que c'est une valeur importante pour nous. Donc on va se rendre compte que dans le transfert de compétences, on va avoir aussi le transfert des valeurs. Alors c'est compliqué le transfert des valeurs parce qu'on ne sait jamais si les valeurs c'est une compétence ou pas. Est-ce que c'est une compétence, c'est pas une activité, c'est pas vraiment une compétence et pourtant c'est quelque chose qu'on cherche à transférer aussi. Donc chez nous c'est quelque chose d'assez marquant. Et puis enfin, le volume de quoi on parle, eh bien aujourd'hui le groupe Arkea c'est 7200 salariés. 7200 salariés avec une progression d'effectifs qui est importante. J'ai repris juste sur les 3 dernières années. Le groupe Arkea a progressé en effectif stable de plus de 450 salariés. Donc on voit qu'on est vraiment dans une entreprise qui recrute. Donc le transfert de compétences, c'est les salariés en place, mais c'est aussi les salariés qui rentrent et comment on va gérer ça. Sans rentrer dans le détail, des filiales, des fédérations, des historiques, etc. On a en plus, pour faire simple, des conventions collectives qui ne sont pas les mêmes partout. Donc parfois, il y a des choses que l'on peut faire chez certains qu'on ne peut pas faire sur d'autres. Donc on a aussi des problématiques juridiques. On ne peut pas toujours faire ce que l'on veut de la même façon. Et puis enfin, la répartition. 2 tiers réseau, ce sont les agences. Donc 2 tiers sont en relation clientèle, on va dire, et 1 tiers en fonction support, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas en contact direct avec la clientèle. Partant de là, quelles sont les réflexions que l'on a eues sur les compétences? Bien, on s'est dit, on a des salariés, on est persuadé qu'ils sont compétents, parce qu'on les a recrutés, donc ils avaient déjà un niveau de compétence, mais l'entreprise a changé, vous avez vu déjà là en 2 diapos comment elle a évolué, il faut faire aussi évoluer nos salariés. Alors, je ne rentre pas sur comment on réfléchissait dans les années 70, d'abord j'y étais pas, donc ce serait simple, mais en plus dans les années 70, les anecdotes qu'on me racontait, elles sont toutes simples. À l'époque, on recrutait à la même vitesse qu'on ouvrait des comptes. C'est-à-dire que c'était quelqu'un qui était dans l'épicerie ou dans le bar local, il n'y avait pas d'agence partout, et puis qui voyait des connaissances passer. Tiens, tu n'ouvres pas un compte au Crédit Mutuel? Oui. Ah, mais toi, tu es un bon parleur, tu connais du monde, tu ne veux pas être salarié? Oui. Il allait à la direction, on lui donnait son package, et puis la semaine suivante, il était salarié du Crédit Mutuel, et c'est lui qui était au bar en train de vendre des contrats. Donc c'était vraiment une démarche un peu petite entreprise qui s'ouvre. On ne pensait pas aux compétences, on ne pensait pas forcément à l'apprentissage. En 1 semaine, avec la sacoche, on pouvait y aller. On était vraiment sur une problématique différente. Mais on avait très peu de produits à vendre, une complexité qui était relativement limitée et un développement exponentiel. Donc ça se faisait comme ça. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de commencer à partir des années 90. Alors pourquoi ? Parce qu'en 90, on s'est rendu compte de certaines problématiques. On était encore une entreprise jeune, parce que ça faisait à peine 20 ans de démarrage. Il y avait des niveaux de recrutement importants, c'est-à-dire que dans les années 90-2000, on a eu des pics de recrutement, on est rentré dans le système des réductions de temps de travail offensif, avec 10% de notre effectif en recrutement. On a été dans un accroissement de notre activité sur l'assurance, donc on a eu des années où on recrutait 300-400 collaborateurs par an. Donc on était sur des volumes de recrutement importants. Donc, activité dynamique, expansion, rachat de filiales, des nouveaux produits, quasiment tous les 6 mois, la gamme s'étoffait. Donc là, on était sur une problématique de se dire, on a du volume, on a du nombre, comment on va s'assurer que les nouveaux arrivants, finalement, acquièrent à la bonne vitesse tous ces changements. Donc on n'était pas tellement dans une logique de transfert de compétences des salariés en place vers d'autres, on était comment on va donner les compétences aux salariés qui rentrent,
pour être sûr qu'ils prennent le wagon direct et puis qu'ils puissent suivre en fait toute cette activité. Alors, des exemples, eh bien, à ce moment-là, ce qu'on s'est dit, on a vu tout à l'heure dans les premières présentations explicites, tacites, constituer sa base de données, ben, c'est vrai que la réflexion de l'époque a été de se dire, ben, va falloir se constituer une base de doc quelque part pour que tous ceux qui rentrent puissent tout de suite savoir où ils rentrent. Alors, ils savent dans quelle entreprise ils rentrent, ça c'est une chose. Ils savent en général à quel salaire ils rentrent, ça aussi c'est autre chose. Maintenant, c'est quel emploi, quelle activité, quelles compétences, qu'est-ce qu'il y a dans l'entreprise, comment ils pourraient évoluer. Donc ça, c'est création d'une base de données. On a décidé à l'époque de formaliser l'ensemble des emplois. Donc ça a été un gros travail de référencement en fait. On a fait un référentiel emploi qui a décliné toutes les activités et les compétences par emploi. Alors, dans l'industrie, j'entends plus souvent parler de fiches de poste, fiches de produits, etc. Nous, chez nous, ce sont des fiches emploi. Donc, ils sont déclinés en activité, mais aussi en savoir, savoir-être, aptitude, etc. Donc ça, c'était un gros travail. Il y avait à l'époque presque une centaine d'emplois sur l'ensemble des collaborateurs. Et puis à ça a été associé des formations. On est rentré dans un système de formation important. On est une société qui, depuis ces années-là, met environ, on va dire, entre 6 et 10% de sa masse salariale en budget de formation. Et ça, tous les ans. Donc on est dans un investissement de formation important. Autres éléments, on s'est dit, les nouveaux recrutés, on va formaliser, faire une base de données, oui, mais à l'époque, on s'est rapidement rendu compte que ça ne suffisait pas, parce que nous étions, nous aussi, dans un cadre où on touchait de l'immatériel, comme on l'a entendu tout à l'heure, l'immatériel étant cette relation clientèle. Alors, on peut toujours faire des formations commerciales, relationnelles. Il n'empêche que la connaissance d'une clientèle, quand un conseiller dans une agence prend la suite d'un autre conseiller, il peut avoir la même fiche emploi, il peut avoir les mêmes compétences, il ne connaît pas ses clients, il va avoir un temps d'adaptation, il va y avoir... Et tout ça, c'est de l'immatériel. Donc, on s'est rendu compte que, eh bien, c'est pas du doublonnage chez nous, mais c'était un peu du compagnon, on va dire. C'est-à-dire qu'on les mettait en affectation dans une caisse dite accueil, et on mettait une agence locale qui devait piloter son intégration quelque part. Donc on a travaillé sur l'intégration. Donc ça a mis en place un certain nombre d'éléments. Donc on était plus dans la formalisation des compétences et progressivement un peu dans l'accompagnement. Ça, c'était les grandes époques. Alors là, je rejoins un petit peu ce que j'ai vu aussi sur la DCNS. On ne peut pas concevoir, surtout sur des grosses sociétés, on était déjà un volume de salariés important, ce type de choses sans avoir quelque part l'assentiment général de l'ensemble des acteurs. Donc nous sommes allés jusqu'à négocier un accord qui formalisait ça. Donc les partenaires sociaux se sont associés à cette démarche, la direction générale était volontariste sur ce domaine, les équipes RH, les équipes de la formation et les salariés ont été informés. À l'époque où ça a été fait, des équipes RH ont sillonné l'ensemble des agences bancaires, toutes les agences bancaires, pour, lors d'une réunion, informer, préciser et communiquer sur ce process. Donc ça a vraiment été une prise de conscience générale de l'entreprise. En soi, on pourrait se dire c'est suffisant, parce que nous, finalement, à l'époque, on trouvait que c'était pas mal, et puis que ça tournait. Et puis à un moment donné, on laisse tourner les choses. Et puis on les laisse tourner jusqu'à ce qu'il y ait un petit grain de sable, et tout d'un coup, on se dit c'est finalement peut-être pas suffisant que ça. Donc on a continué à réfléchir. Et puis, dans les années, on va dire 2000, on s'est rendu compte de quoi ? On n'a pas révolutionné des choses, on s'est rendu compte que l'entreprise avait évolué, et puis on évolue vite, que l'entreprise avait évolué, que donc forcément ce qu'on avait mis en place dans les années 90 c'était peut-être plus si suffisant que ça. On s'est rendu compte qu'on était dans une logique de plus en plus d'optimiser. Alors j'ai entendu tout à l'heure productivité, optimiser, rentabiliser. Quelque part, nous aussi, on est dans ces schémas-là, il fallait aussi optimiser. On ne pouvait plus gâcher quelque part, donc on recrutait toujours beaucoup, oui, mais il fallait que chaque agence locale, chaque caisse locale ait sa propre rentabilité. Donc il y a eu cette notion d'optimisation qui est rentrée aussi dans le concept. Et comment optimiser ? On s'est dit, optimiser, c'est bien considérer qu'il faut adapter chaque outil qu'on va mettre en place à une problématique. Et ce qu'on avait fait au départ, c'était le socle commun, c'était le général. Et il fallait le faire. Le référentiel emploi, c'est la base. Donc il fallait bien qu'on le fasse, mais on s'est rendu compte 10 ans après qu'il fallait peut-être maintenant qu'on soit plus fin, qu'on soit plus dans l'adapter en fait. Et enfin là, on a réfléchi sur le concept global en se disant on avait fait quelque chose qui était intéressant, mais il n'empêche qu'on se rend compte que le transfert de compétences ou donner des compétences à un jeune recruté, c'est pas une fin en soi. En fait, on s'est dit on a commencé comme ça, mais finalement c'est une réponse à un problème. Et ce qu'il faut maintenant, c'est qu'on arrive bien à identifier les problèmes. Donc on est arrivé sur d'autres choses en se disant c'est pas la peine de réfléchir
Pour nous, c'est pas la peine de réfléchir à comment transférer les compétences, il faut d'abord réfléchir à identifier les problèmes. Et c'est une fois qu'on les aura clairement identifiés qu'on pourra mettre en place des outils. Parce que le plus bel outil, s'il n'est pas adapté aux problèmes qu'on a, ça ne marchera pas. Donc on s'est dit, il va falloir qu'on travaille en amont, comment détecter les situations critiques, et après on va réfléchir à comment on travaille. Donc on est allé sur une démarche un peu plus fine. Donc juste pour nous, le départ c'est la gestion prévisionnelle, et pour faire simple, on s'est dit, la gestion prévisionnelle et où se trouve le transfert de compétences dedans, mais d'abord il faut absolument maintenant, à tout temps, que l'on connaisse nos ressources. Nos ressources, ce sont nos salariés. Comment il faut qu'on connaisse les effectifs aujourd'hui, en nombre, en qualité, en compétences. Il faut qu'on comprenne précisément tout le temps qui on a, ce qu'ils sont capables de faire. Alors il y a des outils, on a vu tout à l'heure à DCNS, des outils très élaborés où on peut pister, je dirais, de façon informatique. Nous, on n'est pas forcément dans ce cadre-là, mais on a aussi d'autres outils, là je ne vais pas détailler. En tout cas, c'est important de savoir qui on a. Et puis, comment ils vont évoluer? Alors, avec toutes les incertitudes que ça a, quand on parle de prévisionnel, il faut rester humble. Évidemment, on peut faire toutes les belles prospectives du monde. On n'est pas à l'abri de changements économiques, organisationnels, humains, tout simplement. Il n'empêche qu'il faut essayer de prévoir. La deuxième chose, on s'est dit, il faut aussi comprendre les besoins. Et là, on implique quelque part la direction, c'est-à-dire que ça ne sert à rien d'inventer des schémas si on ne sait pas où est la stratégie de l'entreprise. Donc il faut en effet que là la direction puisse se prononcer de où elle veut emmener son entreprise. Sinon, ça ne sert à rien de travailler dans le temps. Donc on avait bien cette problématique-là. Et c'est l'écart entre les deux qui peut éventuellement créer des problèmes. On veut se développer sur une activité en agence bancaire, comme exemple, de services aux professionnels. On regarde nos ressources actuelles, on a beaucoup de compétences, mais dans le domaine des particuliers, j'ai un écart, c'est-à-dire que j'ai bien le nombre de salariés nécessaires, mais ils sont compétents sur un marché et moi j'en ai besoin sur un autre. Là j'ai un écart, là j'ai une problématique et là je vais devoir trouver une solution. Et là je suis vraiment dans une solution où la solution ça va être le transfert de compétences. Comment je peux donner une compétence de type professionnel à quelqu'un qui avait une compétence de type particulier? Donc c'est vraiment pour nous, le transfert de compétences est vraiment un levier d'action. Mais comme il peut y en avoir d'autres. Le recrutement, c'est le premier levier d'action, c'est le levier d'action quantitatif. J'aurai besoin de temps, j'ai des départs, j'ai pas assez de monde, je recrute. Voilà, ça. Mais on peut avoir aussi des problématiques géographiques. Nous, on a une couverture du territoire, on peut faire des prospectives en se disant, eh bien, je vais avoir besoin sur l'Ille-et-Vilaine, parce qu'il y a un développement important sur ce marché-là de tant d'individus, il se trouve que mes salariés sont essentiellement dans le Finistère. J'ai donc bien l'effectif nécessaire, j'ai bien les compétences nécessaires, j'ai bien les emplois nécessaires, mais je n'ai pas la zone géographique qui est bonne. Là, en l'occurrence, ce n'est pas le transfert de compétences qui va m'aider. Ce sera une démarche de mobilité. Donc pour nous, le transfert de compétences, ce n'est pas une fin en soi, c'est un des leviers d'action correspondant à une problématique particulière. Alors, ce que l'on peut dire maintenant, ce que l'on a pu être amené à faire dans les évolutions, eh bien, par rapport à 90, aujourd'hui on s'est rendu compte que eh bien, la gamme des produits s'est nettement étoffée, et même vous, en tant que client d'une agence bancaire, vous devez avoir des gammes de produits complètement différentes de ce qui se faisait il y a 30 ans. Les clients sont de plus en plus au courant, donc il faut aussi des conseillers de plus en plus professionnels, de plus en plus complets, experts. On se rend compte qu'il y a des activités dans l'entreprise sur lequel le risque d'absence, et là je rejoins le côté manque de compétences, on a des activités désormais où le manque de compétences c'est un véritable risque. Je peux le prendre, je vois sur certaines expériences juridiques, par exemple dans notre activité, on a certains juristes en fiscalité où c'est terriblement pointu. S'il nous manque cette compétence dans l'entreprise, c'est toute la création de nouveaux produits qu'on ne peut plus valider, c'est une compétence qui entraîne un risque beaucoup plus important. Donc on a des expertises qui naissent, puis on a des risques. Donc ce qui est important, c'est de comprendre où est ce que j'appelle moi les compétences critiques. C'est-à-dire que ces compétences-là, il faut qu'on soit particulièrement vigilant. Il n'empêche qu'on reste vigilant sur les compétences dites collectives. Ça reste d'actualité. Mais on trouve comme ça deux natures de compétences. Et puis le transfert, évidemment, il va falloir l'adapter, parce que des compétences globales qui vont concerner 1200 salariés, on ne va sans doute pas les transférer de la même manière que des compétences spécifiques qui concernent 2 individus. Nous, on a certains emplois, il n'y a qu'une personne qui est capable de le faire.
Et quelque part, on n'a pas besoin dans notre structure qu'il y en ait deux en plus. Donc on est obligé de garder ce côté rareté de la compétence. Alors, des exemples, eh bien, dans certains cas, ce que l'on a fait, on a créé ce qu'on appelle des viviers. Donc on a des collaborateurs qui sont en vivier. C'est-à-dire qu'on a considéré que leurs compétences, en termes d'expertise, nécessitaient un apprentissage plus long. Donc on a anticipé, et puis on les a formés en avance. Donc ils le savent, ils sont viviers, ils le vivent bien d'ailleurs. Donc ils sont formés en avance des besoins. Alors, c'est vrai que c'est des entreprises qui ont un volume d'effectifs suffisant qui peut se permettre aussi de faire ça. C'est évident que quand on est dans des structures plus réduites, de sortir X% de son effectif de la production pour prendre le temps de les former, c'est quelque part un luxe, on en a conscience, mais ça permet d'anticiper. Donc si je prends par exemple les directeurs d'agence qui ont une compétence en management particulière, on ne peut pas les former en 15 jours. Ou alors, si, on peut les former en 15 jours, mais on n'aurait pas le degré et le niveau d'exigence qu'on attend d'eux. Donc on les forme en 6 mois. Donc en 6 mois, il faut qu'on anticipe. Ça veut dire qu'on est toujours quasiment sur 1 ou 2 ans d'avance dans nos besoins pour anticiper. Donc quand on les forme, on ne sait pas forcément où ils vont aller, on ne sait pas forcément dans quel type d'agence, on ne sait pas forcément tout. Mais on va les former en avance. Donc ça, ce sont des idées que nous avons trouvées. On a également mis en place de l'alternance, c'est-à-dire qu'on a des formations qui alternent, des formations théoriques, avec ce qu'on appelle des intersessions en site. Pour alterner justement ce qu'on a vu tout à l'heure, l'explicite du tacite, c'est-à-dire considérer que c'est bien la mixité des deux qui va nous permettre de transférer ces compétences. Donner des compétences managériales de façon littéraire, de façon universitaire quelque part, et à côté de ça, mettre en situation avec des managers sur place qui là vont se confronter à la réalité. Donc c'est bien la mixité des deux modes d'entrée qui fait la réussite de ces cursus-là. Et là, on a eu des retours vraiment très pertinents. On rajoute aussi une autre couche qui est quelque part le suivi individualisé. On s'est rendu compte que le global, c'est bien, on en a besoin, mais que tout le monde n'est pas égaux. C'est-à-dire que nous, on recrute sur des niveaux de formation Bac 2, 2-3 pour une partie, et puis Bac 4-5 pour 40% à peu près de nos recrutements. Il n'empêche que tout le monde n'arrive pas avec le même bagage, avec la même formation initiale, avec les mêmes expériences, et que de rester sur des modes de transmission de type global, on perd du temps pour ceux qui ont déjà une certaine expérience, et c'est dommage, on a autre chose à faire que de perdre du temps eux et nous, et en même temps on peut rater complètement des niveaux socles communs pour des gens qui ne l'ont pas. Donc on est obligé de rentrer un peu sur du sur-mesure, et ça par contre on se rend compte que plus on avance aujourd'hui, et plus on entre dans ce sur-mesure-là. Quand je parle des viviers, par exemple, et de cet effort-là, aujourd'hui, tous nos directeurs d'agence sont préparés à cette fonction comme ça. Tous les conseillers qui travaillent avec des professionnels sont préparés comme ça. Et aujourd'hui, tous les nouveaux recrutés, depuis 4 ans, sont formés comme ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il n'y a plus un nouveau recruté qui rentre dans une agence du Crédit Mutuel sans avoir été préalablement formé en alternance, en intercession pendant 6 mois. Donc il y a un investissement qui est lourd, mais parce que ça a véritablement montré qu'on gagnait un temps fou sur les 15 ans derrière. C'est-à-dire qu'on avait directement... on a ainsi trouvé la solution à la côté complexe de la matière, à transmettre aussi l'immatériel qui est la connaissance de nos clients. Donc on a aussi ce moyen-là. Et par ce biais-là, on a trouvé une des clés à la transmission de nos valeurs, justement, nous côté mutualistes, etc. C'est bien par ce biais-là qu'on arrive à faire les trois. Alors aujourd'hui, je terminerai là-dessus, ce qu'on peut dire, c'est qu'aujourd'hui, 2008, les problématiques sont encore différentes, comme quoi ça n'arrête pas. Aujourd'hui, année 70, beaucoup de recrutements, 38 ans plus tard, beaucoup de départs, c'est normal, c'est la durée d'une carrière. Donc aujourd'hui, on a un vieillissement de la population et on a des départs plus importants. Donc là, on a une démarche différente, il ne s'agit plus que de former ceux qui rentrent, il s'agit de former ceux qui vont remplacer ceux qui sortent. Et ça, c'est quelque chose d'assez différent. On a aussi des cycles économiques et organisationnels beaucoup plus courts, donc on sait maintenant qu'il faut une réactivité plus grande. On a des besoins de compétences qui restent de plus en plus élevés, et ça continue, ça ne s'arrête pas. On a des besoins d'expertise importantes, et on a des cursus de plus en plus typés. On a en plus des durées d'apprentissage dans les formations initiales pour nos expertises qui sont de plus en plus longues. Donc on a des besoins, tout le système de formation initiale n'arrive pas toujours à répondre à nos besoins, donc on est obligé de gérer ça. On a des durées d'apprentissage plus longues. Les interrogations, comment assurer la pérennité des valeurs et activités quand les salariés dits créateurs s'en vont? Ça, c'est une donnée nouvelle.
Ceux qui partent maintenant, c'est ceux qui ont créé la boîte, quelque part. Ce sont les salariés du départ. Donc là, on sait que sur ce départ-là, eh bien, on va perdre des fonctions, on va perdre une sorte de culture d'entreprise, on perd des fonctions différentes, parce que ceux qui sont rentrés en 70, il y en a un certain nombre qui sont maintenant les dirigeants de la boîte. Donc, on touche à des fonctions différentes. Quand des dirigeants s'en vont, c'est différent aussi. Quand des directeurs s'en vont, c'est une démarche différente. Comment on fait pour les remplacer ? Comment assurer l'adéquation entre la vitesse de changement économique et les durées d'apprentissage qui se rallongent? Là, on a un cap entre les deux. Là. On a des durées d'apprentissage qui sont de plus en plus longues et nous, on a des besoins de réactivité de plus en plus courts. On fait comment? Donc, on nous dit que pour telle expertise, alors nous, on n'est pas forcément sur des métiers d'ingénieur, mais on peut avoir des expertises en ingénierie financière, quelque part. On va avoir des cursus de 5, 6 ans, etc. Et nous, on ne sait pas à 5 ans les besoins qu'on aura. Donc comment on gère? Là, on a un vrai delta important. Comment fidéliser nos compétences? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le vieillissement de la population, il concerne tout le monde dans notre secteur d'activité. Donc on va arriver dans les années à venir, dans le service banque-assurance, à du surrecrutement. On va se retrouver vraisemblablement en risque de pénurie. Comment s'assurer de la fidélisation de nos compétences? Comment garder nos compétences? Donc tout ça, ce sont des problématiques particulières. Et puis enfin, le risque de manque d'expertise. Donc la dernière diapo, le constat aujourd'hui, après X années de réflexion là-dessus, détecter, anticiper, transmettre, pour nous c'est indissociable les trois. La transmission sans avoir avant l'étape d'anticiper ou de détection, pour nous elle serait trop tard. C'est-à-dire transmettre dans l'urgence, ça ne marche pas. Si un directeur d'agence je sais pas moi, décide de partir à la concurrence ou se casse une patte et disparaît 3 mois, je ne peux pas du jour au lendemain transmettre pour transmettre, je ne peux rien faire. Si je n'ai pas anticipé en réserve, c'est trop tard, je ne peux rien faire. De toute façon, en termes de compétences, j'aurais besoin forcément de 5-6 mois. Donc la transmission seule, nous intéresse plus. Il faut absolument pouvoir anticiper. Et pour anticiper, il faut détecter. Donc on est véritablement dans un travail où on se dit il faut qu'on détecte nos besoins et c'est ça la clé d'abord. Les outils, on arrivera à les trouver. Et on a vu plein d'exemples, là, tout le monde, en ayant conceptualisé la chose ou pas, tout le monde a trouvé des outils et c'est en échangeant qu'on arrivera à en avoir. Mais détecter, anticiper, ça nous paraît essentiel. Donc, ce que l'on fait par exemple régulièrement, eh bien, on actualise nos outils, c'est-à-dire en se disant on ne s'endort pas sur ses lauriers. Des référentiels emploi de 91, forcément ils sont décalés. L'année dernière, on a réactualisé toutes nos fiches emploi et compétences de tous les emplois du réseau. Plus de 2500 salariés ont été impactés. C'est 3 ans de travail, c'est des groupes de travail, c'est des réflexions sur site, c'est des évolutions de compétences, c'est de la stratégie d'entreprise, qu'est-ce qu'on veut faire? Donc ça, c'est des chantiers qu'il faut absolument faire, sinon ça n'a plus aucun sens dans le travail de compétences. On a anticipé donc une gestion prévisionnelle importante, là je rejoins tous les travaux que j'ai entendus sur la DCNS. La gestion prévisionnelle, c'est une des bases incontournables. On ne transfère que ce qu'on a compris, ce que l'on connaît. Et le transfert n'est qu'une réponse. Pour nous, c'est véritablement important. Et puis enfin, on est vraiment dans la logique d'adaptabilité. On entre de plus en plus sur du sur-mesure. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les modes de transfert, on en a vu plein. On en a entendu un certain nombre. Vous en avez entendu des plus ou moins, qui vous concernent plus ou moins dans vos activités. Pour autant, ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, on est obligé de varier, on est obligé de varier les plaisirs un peu pour trouver les réponses. C'est-à-dire que d'un côté, nous, on travaille sur les compétences globales, collectives. Ça, c'est des compétences où on a beaucoup de monde, où on peut avoir une certaine transférabilité d'un salarié à un autre. Là, on est plus dans la formalisation, on est plus dans la transparence des données, dans le recueil. Donc on a mis en place des outils intranet chez nous qui sont très très complets, où toutes les informations, toutes les fiches emploi, toutes les compétences, toutes les données en libre service sur le poste de travail de tous nos collaborateurs. Donc là, on est vraiment sur le collectif. Toutes les informations RH sont en libre service. Il n'y a aucune information cachée. Donc ça a donné une autonomie aux salariés et ça a accru finalement leur acquisition de compétences. Et puis on est aussi sur des compétences dites critiques, donc là on est sur de l'individuel. Et là l'individuel, on n'a pas trouvé d'autre solution que donner des réponses individuelles. Alors là on touche à tout, je dirais, ce qui est l'individuel. Ça peut être du coaching, ça peut être de prendre un salarié et de le remettre dans un réseau universitaire ou autre pour se remettre des formations initiales de base parce qu'il lui manque un socle particulier. Ça peut être de le mettre sur du binomage, le mettre en binôme. Ça peut le faire participer sur un projet pour qu'il touche autre chose.
ça peut l'emmener, on peut le muter pour qu'il découvre un autre aspect. Donc là, on a vraiment tous les cas particuliers, mais on considère que sur cette question-là, on aura identifié un risque, et là, on ne traitera qu'en atypique. Donc voilà, cette réflexion, alors tout ça en 8 diapos, donc c'est un peu du rapide, mais ça vous permet de montrer le type de réflexion qu'on a, ça ne bouge tout le temps, forcément. C'est-à-dire qu'il faut être réactif, il faut être vigilant sur ce qu'est son entreprise, c'est-à-dire qu'il faut bien connaître son entreprise, ses structures, ses ressources pour savoir où on veut aller, et puis à partir de là, trouver les solutions les plus adaptées. Voilà. Merci. Je crois que l'idée géniale était dans la dernière diapo. Là, pour transmettre, il faut anticiper. Et pour anticiper, il faut détecter. Et je crois que j'avais plus à dire. Alors, le dernier témoignage, c'est quelqu'un qui assiste, lui, les organisations dans la mise en place, justement, de tous ces outils. C'est Monsieur Berger, de la société Ardence, et qui va nous expliquer un peu, lui, comment il travaille avec les entreprises dans la mise en place de ces outils. Bonsoir. Bonsoir. Ouais. C'est tard. Ouais. On va être efficace. Ce qui est très bien, c'est que je suis le dernier à parler. C'est donc très dur, puisque beaucoup de choses ont été dites. Donc j'en profiter pour faire une petite synthèse de ce que j'ai trouvé intéressant, parce que l'entreprise, donc je suis un industriel aussi, mais je suis un industriel de l'ingénierie de la connaissance. Tous les autres font des vrais produits, qu'ils soient financiers, techniques, des beaux bateaux, des beaux systèmes de transmission de matière ou de belles boîtes. Nous, notre métier, c'est de révéler le savoir-faire des uns des autres. Beaucoup de prérequis ont été déjà présentés. Alors, je ne sais pas si en technique, parce qu'on va essayer de faire un truc terrible, on va essayer de faire de l'informatique en plus. Est-ce qu'on peut lancer, s'il vous plaît, le diaporama ? Parce qu'à tous les coups, il y a un truc de password qui va arriver. Voilà, très bien. Alors, rapidement, donc, la présentation de l'entreprise. Donc, on est une jeune société, puisque nous venons de terminer notre 8e exercice. C'est un projet, vraiment, c'est une aventure avec des ingénieurs. On se connaît depuis, pour certains, une vingtaine d'années. Où on a travaillé pour des grands industriels, du moins dans des filiales d'ingénierie de grands groupes industriels, pour ne pas citer du nucléaire, parce que j'ai vu que dans la salle, il y avait des gens d'Areva. Donc j'ai commencé ma carrière dans une filiale de Framatome pendant 9 ans. Donc notre métier, c'est appuyer nos clients par la méthode, l'outil, la formation. Donc je ne vais pas vous passer beaucoup de transparents de méthode parce qu'on va être fatigué après, et je vais essayer de vous montrer un peu à quoi ça ressemble un outil dédié à la gestion des connaissances, puisqu'on c'est des choses importantes. Voilà, on m'a demandé une vision un petit peu informatique de la chose, et donc ce métier de capitalisation des connaissances, c'est valoriser, parce qu'on ne nous a pas attendu pour gérer des connaissances ou des compétences. Il y en a plein des armoires. Le seul truc, c'est qu'on ne sait pas les retrouver. Et puis il y a des choses, on l'a entendu, c'est dans la tête des gens. Et le problème, c'est de les mettre à disposition. Des fiches de poste, des documents pour les agences. Donc ça, c'est notre merveilleux siège. Ça, c'est notre gamme de clients. Alors, on est très content d'avoir un slide plein maintenant. Bon, première question. Papa, c'est quoi ton métier ? Donc, ce qui est très important, c'est quand vous avez des enfants qui sont jeunes, qui vous demandent « Papa, qu'est-ce que tu fais ?» Eh bien, je suis ingénieur de la connaissance. Voilà. Donc, qu'est-ce que c'est ? Je peux vous assurer, c'est quand même relativement abscon. Alors, je vais essayer de vous donner des éclairages. Puis, si vous trouvez la solution, je suis preneur, parce que je vais les retrouver ce soir. Alors, premier élément, petite vision de ce que j'ai retenu, là, parce que j'ai fait un petit slide de dernière minute. On fait de la spéléologie, on fait de l'archéologie. On va remonter à la surface des trésors engloutis. Donc là, il y a eu une très belle exposition à Paris sur l'Égypte. J'ai récupéré ça de leur site web. C'est ça aussi qu'on fait. C'est-à-dire qu'on restaure des choses qui existent, qui ont été oubliées, qui ont été enfouies. Alors, dans les choses que j'ai entendues, fondamentales, envie, dynamique, motivation. Si vous n'avez pas des stratèges, des chefs, des visionnaires qui disent « on va faire du partage de connaissances un objectif stratégique de l'entreprise », si vous n'avez pas ça, c'est pas la peine de le faire.
Autre point, là, vous m'avez tendu la perche, quand un groupe se permet de mettre en ligne pour tous ses collaborateurs des informations RH, c'est plus que de la transparence, c'est une clarté affichée. Donc il est évident que pour les collaborateurs, ils ne voient pas des coups tordus et de retors de leur management à d'échanger sur comment on va être meilleur ensemble. Donc ça c'est essentiel. Il faut avoir des objectifs de stratégie clairs, il faut que ça soit appuyé, et sinon on ne peut pas le faire. Nous, quand on a des patrons qui veulent capitaliser des connaissances d'experts qui partent à la retraite pour avoir plus de pouvoir, on sait que ça ne va pas marcher. On laisse ça à des petits confrères. Ça ne va pas marcher, c'est pas la peine. Autre point intéressant, vous avez entendu les mots là, il y a eu tutorat, doublure, matelotage, il y a compagnonnage, machin, etc. Chaque entreprise a sa solution et sa culture. Et même dans les mots, ça se retrouve. Pragmatisme. La gestion des connaissances, des compétences, ça n'a de sens que sur le terrain. Alors je vais vous dire ce que c'est pour nous. Et vos fiches, c'est clair, quoi, c'est évident. Quand vous allez voir des industriels allemands, ils ont des fiches de poste qui sont c'est 1 à 4 et vous avez la solution du problème sur le A4. Il n'y a pas besoin d'être polytechnicien pour trouver la solution, c'est marqué sur une feuille A4. Bon, il y a des sujets qui sont un peu plus durs parce que des fois il y a des entreprises où les gens ne savent pas lire. Ça c'est plus chaud. Traçabilité. Alors quand on fait ce genre de choses, il y a un moment, il est important d'avoir des indicateurs. Donc on a eu très très beaux indicateurs pour savoir le premier coup, ça coûte plus cher. Celui qui me dit dès le premier coup j'ai gagné de l'argent, ça je ne le crois pas. Le premier coup c'est lourd. Il faut savoir qu'on va mouiller le maillot. On n'a jamais rien sans rien. C'est des anciens qui disent ça, et dans ces métiers-là c'est clair, c'est du travail, c'est un investissement de groupe de travail, donc il faut des gens motivés. Et pour que ça soit motivé, il faut que tout le monde soit clair. Donc il faut commencer un jour. Vous avez tous commencé un jour. Vous étiez peut-être en retard par rapport à la concurrence. Moi, j'ai connu des clients qui avaient du retard par rapport à la concurrence, qui se sont retrouvés avec 5 ans d'avance. Et puis, ils ont été capables de faire des réorgs pour peut-être avoir, dans 2 ans, 5 ans de retard par rapport à leurs concurrents. Rien n'est jamais acquis. La connaissance ou les compétences, c'est un truc qui n'existe pas. Ou plutôt qui existe tout le temps et qui est tout le temps en évolution. Donc si vous n'y mettez pas tous les jours, ben ça s'évapore, ça disparaît, ça s'englue, et ça ne correspond pas au quotidien des gens. Voilà. Alors, dans les solutions, il ne faut pas avoir peur des solutions qu'on appelle, nous, capitalisation au fil de l'eau. C'est-à-dire que, on attaque un chantier, et puis on y va tranquillement. Alors, un mot qu'on m'a donné hier soir, parce que j'étais chez un de mes amis à Auray, et il m'a dit « reformuler ». Donne le verbe à l'auditoire, reformuler. Donc, si vous avez un mot à retenir de ce que je vais raconter, c'est reformuler. Quand vous voulez partager des connaissances, partager des compétences, il faut reformuler. Il faut bien être sûr que la personne qui va vous émettre quelque chose, vous l'entendiez dans le même référentiel que lui s'est exprimé. Alors, dans les grands groupes, il y a des glossaires, il y a plein de documents qui expliquent ce que veut dire un mot, mais reformuler, c'est essentiel. Alors, on va essayer. Alors là, c'est très rapide. Gérer des compétences, gérer des connaissances, c'est construire ensemble un objet inconnu. C'est chaque fois, ça aura une forme différente, ça sera lié à la culture de l'entreprise et à la culture de l'organisation, pardon. Donc pour que ça marche, il faut que ça soit intégré au travail du quotidien de l'acteur, sinon ça ne sert à rien. Il faut que ça lui amène de la valeur ajoutée pour ses prises de décision. Et il faut que ça soit clair et que les motivations soient très explicites de la part du management. Donc ça, c'est 3 autres valeurs essentielles. Tout à l'heure, on a donné un certain nombre de choses intéressantes sur les compétences, un expert, etc. Donc on a aussi donné dans l'introduction les éléments entre information, données, information, connaissance. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'il y a 3 niveaux de connaissances. Pour faire simple, il y a les connaissances qui sont consolidées, la Bible,
le salarié de l'entreprise qui ne suit pas ces règles, c'est une faute professionnelle, il est dehors. Ça fait un peu sérieux, ça. Bien, ça, c'est une bonne définition. Donc, les connaissances consolidées. Deuxième cercle, des retours d'expérience. Donc ça, c'est une ellipse de choses où on sait qu'on a pratiqué ainsi et que les résultats ont été satisfaisants. Et puis, troisième ellipse d'information, des choses qui peuvent être des normes, des éléments de veille, puisque la notion de veille, d'intelligence, de savoir ce que fait son concurrent, etc., comment ils font les Chinois, comment ils font les Japonais, comment font les Allemands, ça peut toujours être intéressant de savoir. Donc, pour nous, la gestion des connaissances, c'est appuyer l'acteur au quotidien, être capable de lui donner les moyens d'exprimer la situation dans laquelle il est et quelle est l'information qu'il cherche à y retrouver. Sachant que ce qui est intéressant, c'est que ce genre d'outil décloisonne l'entreprise. C'est-à-dire qu'il faut que les personnes du bureau d'études, quand ils conçoivent un matériel, ils aient en tête les préoccupations des acheteurs ou les préoccupations du service après-vente ou de la maintenance. Il n'y a pas de cloison, on retire les murs. Alors on va essayer l'exercice de style, je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Maestro, s'il vous plaît. Voilà, superbe. Alors là, je ne sais pas ce que ça va donner, parce que avec la souris. Donc, vous avez l'exemple d'une application qu'on a mis en place chez PSA Peugeot Citroën. Tout à l'heure, je vous donnerai des chiffres, parce que vous voulez des chiffres, et je vous montrerai aussi quel a été le planning qui a été fait. Donc ça, c'est pas une capitalisation au fil de l'eau. Ça, c'est une capitalisation lourde. Donc ici, vous avez un écran qui est dans un formalisme qui est celui qui a été défini par l'informatique de PSA Peugeot Citroën. Donc vous avez le logo à droite, vous avez une couleur qui a été sélectionnée dans des palettes et des choses. À gauche, vous avez une colonne avec tout un ensemble de clés. Alors ici, vous voyez, il y a différents contextes de travail. Là, vous voyez, c'est marqué référentiel métier. Retex, c'est pour retour d'expérience ensuite, projet véhicule, retour d'expérience, vie série. Donc c'est différents moyens de filtrer des éléments de connaissance par rapport à des phases précises pour ces gens-là. Alors ces gens-là, c'est qui? C'est les gens de l'ingénierie des flux des systèmes industriels. En français, c'est la logistique. Une voiture, ça peut se faire en kit à la Ikea. Vous envoyez tout dans un container et puis vous faites monter ça, par exemple, en Iran. Ou ça peut se faire, comme on le fait ici à la Jeannet, avec des fournisseurs de rang 1 qui vont faire un bloc avant, ceci, un peu. Voilà. Donc, il y a des gens qui construisent des nouveaux sites avec des nouvelles chaînes d'assemblage. Et donc, la logistique, c'est comment on fait pour qu'en final, au bout de la chaîne, il y ait un véhicule. Donc ici, vous avez une déclinaison par vue. Donc l'objet, et moi ce que je veux vous montrer, c'est que là, on a défini un vocabulaire métier avec, alors là c'est très difficile à lire pour ceux qui sont au fond de la salle, management, ingénierie, support, expertise. Donc ces mots-clés-là sont pas n'importe quoi. Mise, c'est une démarche d'ingénierie qui est mise en place au sein de PSA Peugeot Citroën. Donc Ardence n'a pas cherché à réinventer la roue, on a récupéré ce qui existait déjà. Notre objectif, c'est de valoriser tous les efforts qui ont déjà été faits sur le métier de nos clients. C'est eux qui connaissent leur métier. On ne fait que révéler ce qu'ils savent. Après, en dessous, vous avez par exemple les domaines techniques. Alors, je ne vais pas tout ouvrir, il y a 335 points de vue. Donc 330 points de vue, vous imaginez le travail qu'il a fallu pour s'assurer que lorsqu'on parlait d'un objet, d'un concept, c'était partagé par les gens du métier. Il faut voir que de l'autre côté, il y a 600 personnes aujourd'hui qui l'utilisent, qui font de la logistique chez PSA Peugeot Citroën. Et la logistique, leurs premiers interlocuteurs en interne, c'est la direction de la fabrication, c'est 2500 personnes. Aujourd'hui, tout à l'heure, si on a encore le temps, je vous présenterai quelques statistiques. Il y a plus d'un tiers des consultations de cette base de connaissances qui est en ligne
qui sont faits par les gens des directions de fabrication. Donc c'est bien là où il faut être très attentif à ce que une connaissance dans une entreprise, c'est pas simplement des communautés qui sont internes, un groupe à une direction, mais ça va au-delà, ça déborde. Et c'est là où les notions de culture, de stratégie sont très intéressantes. Alors il faut que les choses soient simples. Alors je vais vous montrer de manière très rapide que, par exemple, on va aller voir ici dans les domaines techniques, on va essayer de voir un exemple de flux constituant et puis moyen de manutention. Allez, on va dire que ça va être bon. Donc ici, je sélectionne une vue avec j'ai en retour tout un ensemble d'éléments de connaissance. Ces éléments de connaissance, ici, sont triés par ce qui sont les processus d'abord, les aspects de conception, les aspects de trame, d'outils et de données, les savoir-faire, ce qui est vulgarisation et quelles sont les sources. Et si je veux savoir dans ces éléments techniques quels sont les éléments qui sont liés à de l'expertise, le nombre d'éléments a restreint. Et quand on sélectionne, par exemple ici, une solution, alors, donc sur mon PC qui date un petit peu, il faut savoir qu'il y a une base de données relationnelle, il y a un serveur d'application web, et puis donc il y a l'application qui fonctionne. Donc c'est un vrai système d'information qui est émulé. Et donc vous voyez, on a une fiche qui est très courte, L'objectif, c'est que les éléments fassent au maximum 1 à 2 pages. Donc on partage... bon, après, c'est une question de population. Là, c'est des populations qui ont au minimum quand même Bac+2, donc une capacité à lire du texte un peu plus. On essaie toujours d'être très très vigilant sur la taille des éléments. Et puis, bon, alors après, vous voyez, il y a plein de petites icônes qui permettent de dire... Ben ça, on va l'exporter sous Word. Et si vous avez des fiches, par exemple, qui sont des éléments comme quand vous installez vous mettez en place un nouveau site de production, si vous voulez récupérer des informations qui sont liées à des événements, vous pouvez après exporter ça sous Excel pour faire des tableaux de bord et des choses comme ça. Voilà. Donc je voulais vous montrer rapidement ce que pouvait être un site web orienté vers l'aspect gestion des connaissances. Alors bien entendu, quand on parle de gestion des connaissances, on parle de partage. Et dès qu'on parle de partage, on vous parle tout de suite de confidentialité. Donc ça fait partie des choses qui sont aussi gérées et qui doivent être intégrées dans un tel système. Donc vous imaginez, pour une petite société comme nous, avoir été homologué par PSA Peugeot Citroën, ça a été un grand honneur et c'était surtout un travail qui a duré 3 ans. Est-ce qu'on peut revenir au transparent pour... Voilà, merci monsieur. Alors... Voilà, donc là c'est juste pour rappeler les contraintes. Donc les contraintes qu'avaient les gens de PSA, c'était le fait d'avoir toutes ces informations dans des systèmes d'information qui étaient éparses. Et ils voulaient absolument permettre aux gens de se retrouver tous dans quelque chose de fédérateur pour pouvoir vraiment vivre ensemble la chose. Alors là, vous avez ici une représentation informatique, du moins simple, informatique de la chose. Donc vous voyez que sur ce genre de projet, vous avez bien sûr en bas des briques de base en termes de logiciel, une base de données, un moteur de recherche. Ben oui, il faut toujours un moteur de recherche, surtout quand on n'en a pas besoin, parce qu'on nous a demandé maintenant de le débrancher, le moteur de recherche. Vous imaginez bien quand vous tapez véhicule et quand le moteur est intelligent, on vous rajoute automobile, voiture, etc. Vous ne savez plus pourquoi les éléments sont remontés et tout ce qui est l'intérêt de nos filtres qui sont liés à des éléments de métier sont passés, donc ça a dû être débranché. Vous avez ici d'autres applications de l'environnement technique de PSA, par exemple un annuaire pour les utilisateurs, et puis ici la gestion documentaire. Donc il faut bien voir que ce genre de système, c'est pas incompatible avec des systèmes de gestion électronique de documents. Bien au contraire, depuis que PSA a mis ce genre de dispositif, les acteurs qui avaient obligation de consigner dans la base documentaire les documents de référence, mais il n'y a jamais eu autant d'activités, puisque c'est automatisé, c'est simplifié pour les utilisateurs. Et sur la gauche, là, vous avez les différents métiers fonctionnels.
Donc là, je vais passer. Donc quelques éléments chiffrés. Donc ce qui est intéressant, c'est de savoir que quand on a livré le produit chez PSA, on a livré un package complet avec de la formation, de transfert de technologie, et puis des équipes qui soient à même de faire vivre la chose. Aujourd'hui, le nombre d'éléments de connaissance a doublé en 2 ans, avec, au-delà de ce phénomène-là, tous les aspects nettoyage au fil de l'eau des éléments qui auraient pu polluer. Ça, c'est des choses importantes. Ce qu'il faut savoir, c'est que les niveaux de performance qui sont sur ce genre d'outils sont très importants, puisque quand il y a 30 utilisateurs en simultané, les temps de réponse doivent être inférieurs à la seconde, et c'est des gens qui peuvent interroger le système, compte tenu de l'architecture web, depuis 14 usines qui sont réparties en Europe, en Amérique du Sud et en Asie. Bon, bien entendu, les petits Chinois, qui sont des gens fort sympathiques, n'ont pas forcément les mêmes droits d'accès quand ils sont membres de la filiale que quand ils sont salariés de PSA, Peugeot, Citroën. Alors ça, je vais aller vite là-dessus. Donc là, c'était le schéma classique pour vous préciser qu'on faisait une sélection multi-points de vue. Donc c'est important de pouvoir zoomer en fonction des critères qui sont ceux de l'utilisateur et de pouvoir lui restituer dans son environnement de travail les éléments de connaissance qui sont ceux qu'il recherche. Donc là, je voulais vous donner un élément de planning de ce que c'est qu'un projet comme ça. Donc c'est un projet qui a commencé en avril 2004, où on a commencé par une préétude. Les préétudes, on les fait dès le départ avec ce genre d'outils, puisque c'est des outils qui sont très très souples, qui permettent de faire évoluer les structures sans avoir à tout recasser. Donc ça va très très vite. Et ça a été un point essentiel et un point fort pour nous pour cette homologation. Mais quand vous travaillez avec les gens du métier, ce qui est cette partie, là vous avez les différents métiers qui sont présentés, en back-office, vous avez les gens de l'informatique qui sont là pour valider l'homologation du produit. Et dans les grands groupes, on perd énormément de temps, mais c'est essentiel pour la survie du système d'information et sa cohérence, pour pouvoir avoir à choisir le bon outil qui soit en adéquation avec les contraintes des DSI. Et donc là, ce que je veux vous dire, c'est que notre plus petit client, ils sont 6, notre plus grand, c'est ArcelorMittal aujourd'hui. Cette technologie, elle n'est pas réservée aux grosses maisons. Les clients qui sont les plus efficaces sont des structures qui sont entre 15 et 100 personnes, puisque généralement il y a une volonté managériale très forte qui est tout de suite présente, et on arrive à faire des choses qui sont extraordinaires. En biotechnologie, on a l'exemple d'un cahier de laboratoire électronique qui est couplé à un LIMS, donc un Laboratory Information Management System, où pour le technicien, c'est le même dispositif qui est intégré. Donc vous voyez toutes les problématiques de bascule qu'il y a pu y avoir entre des phases où on fait on fait le premier système avec un go-no-go sur un premier métier, et puis après on forme les gens, et au fur et à mesure les autres métiers vont basculer. Et alors le point intéressant, c'est ce point qui est entre décembre et janvier. Entre décembre et janvier, dans l'industrie automobile, quand on décide de faire partir une nouvelle application, on explique aux utilisateurs des anciennes qu'ils n'ont plus que 2 jours pour récupérer leurs données. Et comme ça, on n'a pas de problème d'utilisation de la nouvelle application. C'est un peu brutal, mais ça marche bien. L'aspect déploiement. L'aspect déploiement, c'est quelque chose d'essentiel. Quand on a ce genre d'application, c'est pas des choses difficiles, ce genre d'application, puisque les utilisateurs de cette techno, on a des secrétaires, et donc qui n'ont pas forcément des formations Bac plus 5, comme des techniciens. Tout le monde, a priori, sait utiliser un ordinateur aujourd'hui, ou presque, de manière simple. Même moi, j'arrive encore à faire des PowerPoint. Mais là, vous constatez qu'on a 6 modules de formation. Ce qui est intéressant, c'est à peu près les ratios. C'est-à-dire que pour 500 personnes, 500 personnes ont suivi la formation de base.
Une demi-journée. Une demi-journée, c'est sur 4 heures, qui dure que 3h30, vous avez déjà 2h30 de vaccin de la direction qui rappelle pourquoi on fait ça. Donc il faut être efficace derrière pour expliquer qu'est-ce qu'on va retrouver comme information et comment ça marche. Après, vous avez des formations qui s'appellent IC1, IC2. Alors ça, c'est le sujet qu'on a vu tout à l'heure, là, sur les notions de médiateur. Il faut récupérer l'information sur le terrain, la mettre en forme, faire que c'est bien beau de récupérer de l'information, mais elle n'a d'intérêt que si elle est intelligible pour quelqu'un qui n'aura jamais approché le sujet et qu'elle puisse être relue, comprise et qui puisse permettre aux gens de continuer. Ça, c'est un truc qui est essentiel. Donc, avec des modules spécialisés en rédacteur et en éditeur. Bien sûr, il y avait un aspect animateur par derrière. Donc, vous voyez qu'il y avait 3 grandes catégories de population. Les 500 personnes, une centaine de personnes et une quinzaine de personnes. Donc, les 500 personnes, c'était la population initiale, tous sites confondus. La centaine de personnes, c'était des correspondants par rapport aux différents métiers sur les différents sites. Et puis, vous aviez, pour chaque métier, à peu près 2 administrateurs un peu plus pointus pour pouvoir avancer sur des concepts plus avancés de l'usage de cette technologie. Voilà. Alors, dans les indicateurs, je voulais vous glisser quelques éléments on arrive à avoir toutes sortes d'informations maintenant avec les systèmes d'information. Et là, le camembert et la partie orange, c'est les utilisateurs qui sont extérieurs au métier de la logistique, qui sont des grands consommateurs d'informations de leurs petits collègues. C'est les gens de la direction de la fabrication principalement. Voilà. Donc ça c'est rapidement ce que l'on a vu, donc les points de vue qui permettent de décomposer les métiers. On a des modèles de fiches qui permettent de construire des fiches dont les contenus peuvent être raccrochés aux vues. Et à partir de ces fiches, on peut créer des liens et émettre des documents qui peuvent être des documents par exemple de spécifications. C'est comme ça qu'on crée nos spécifications quand on a du développement à faire. Voilà. Alors comme on est dans un le sujet était quand même lié. Alors je vais essayer de revenir en arrière si j'arrive. Alors précédent, ça va être là. Bon, je crois que je ne vais pas pouvoir voir ce. Bon, bah, vous ne verrez pas ce transparent-là, qui était un transparent, vous voyez une matrice. Donc le transparent avec cette matrice, c'était pour vous montrer, donc je mettrai à disposition la présentation. C'est un schéma où on voit différents niveaux de transfert de connaissances par rapport à différents niveaux de maturité métier. C'est-à-dire que quand on nous demande de faire des cartographies pour identifier qu'est-ce que l'on sait ou qu'est-ce que l'on ne sait pas dans une équipe, et après qu'est-ce qui peut être transféré, comment ça peut être transféré pour des populations. Donc on a mis au point une petite méthode, donc c'est un petit transparent que j'avais rajouté suite aux échanges qu'on avait eus ce matin, pour qui peut vous être utile pour pouvoir approcher ce genre de sujet-là. Voilà. Rapidement, bon, ça c'est ces notions qui sont liées au recueil de connaissances, mais comme là le temps passe vite, un point, je pense que je vais terminer là-dessus, qui est essentiel, c'est que je vous ai fait une petite démonstration rapide en informatique là, de l'outil. C'est vraiment pas ce qui est essentiel. Ce qui est essentiel, c'est pour que ce genre de choses prennent, c'est la dynamique qui sera mise en place dans l'organisation. La dynamique, elle est forcément aidée par les managers qui prennent des décisions et qui donnent le sens à toute l'équipe. Mais après, ce qui est intéressant, c'est de voir comment les acteurs vont pouvoir construire ensemble ce qui est leur patrimoine aussi à eux. Et ça, c'est vraiment très très agréable de voir comment les gens font grandir des compétences et des expertises dans les organisations. Voilà ce que je voulais dire rapidement. Merci, M. Berger.
s'agissait donc de la dernière intervention, c'est vrai qu'elle était rapide, mais ceci dit, votre outil était bien là pour synthétiser l'ensemble de ce que l'on a entendu cet après-midi. Donc le problème, vous voyez, il existe partout. On a essayé de retracer ça au travers de 5 cas et de montrer que les outils, eux aussi, existent, et la société Ardence en propose un. Moi, j'ai retenu une chose, c'est que la première chose, c'est qu'il faut valoriser le partage pour que l'échange se passe bien. Et la deuxième chose que j'ai retenue, c'est qu'il faut que les décideurs et les managers soient surtout très impliqués et y croient eux aussi. Donc, j'avais envie de vous soumettre, de vous proposer de repartir sur une réflexion très simple. C'est celle que donnait Thomas Jefferson, qui disait que celui qui apprend quelque chose de moi enrichit son savoir sans réduire le mien, tout comme celui qui allume sa chandelle à la mienne se donne de la lumière sans me plonger dans l'obscurité. Et je pense que le partage et savoir, c'est celui-là. J'ai demandé à Jean-Luc Lancelot, le président donc, de l'école, puisque le directeur a fait le mot d'entrée, l'invitation d'entrée, j'ai demandé à Jean-Luc de faire celui de conclusion. Normalement, il ne devait pas dire ce qu'il y avait gagné, c'était juste à les retirer sur vous. Merci Guénel. Bien, en conclusion, je vais juste retenir 2-3 choses très simples. Pardon, je chausse mes instruments qui deviennent de plus en plus utiles. Le premier, je suis frappé par le choix du thème. Je voulais remercier vraiment les étudiants pour ça, pour 2 raisons. C'est un thème, et on l'a bien vu, qui est vraiment central par rapport à la stratégie des entreprises. C'est un thème qui va devenir de plus en plus important dans un monde qui bouge, où les recrutements seront difficiles. Donc de se centrer sur la problématique de la compétence et de la connaissance, c'est vraiment un excellent choix. Le deuxième, c'est que ça me fait très plaisir que ce thème proche de la dimension humaine et de la connaissance soit choisi par les ingénieurs. Dans nos entreprises industrielles, pardon madame, on reproche souvent aux ingénieurs d'être trop techniques et pas assez centrés sur l'humain. Bravo les jeunes, parce que là vous nous montrez que vous vous intéressez aussi à cette dimension qui est tout à fait forte. Donc, merci pour ça. Un deuxième point, mais là je n'ai rien à ajouter parce que Guénel l'a illustré d'une manière merveilleuse avec son dernier transparent, donc je passe. Troisième point, je voulais souligner la confiance. On a vu tout au long de l'après-midi des entreprises qui préparent l'avenir. On entend tous les jours parler d'entreprises qui ferment, qui machin, qui truc, bon, c'est un peu fatigant. Je crois qu'il y a un dynamisme, il y a une vie, il y a une anticipation, il y a du futur, il y a de l'espoir, il y a de la vision. Et donc je crois que ces messages d'espoir doivent être diffusés et promus à chaque fois qu'on le peut. Le point suivant que je voulais souligner, on a eu des interventions de qualité, on a eu des réflexions de qualité, il faut que ça soit porteur de fruits. Je crois que tout ce que l'on fait, de manière générale, ne doit pas s'arrêter simplement à écouter, et puis on est content, puis on repart chez soi. Je crois qu'il faut retravailler derrière. Il y a plusieurs registres. Un premier registre, on en parlait avec Marc tout à l'heure, je crois que de faire un petit retour sur les points marquants des interventions, voire avoir les présentations disponibles, je ne sais pas si c'est possible, mais je crois que c'est important que tous ceux qui ont participé puissent avoir un retour sur ce qui a été dit, qui puisse leur permettre de continuer à enrichir leur réflexion. Un deuxième retour, c'était demandé par les intervenants, c'est un retour sur leurs interventions. Donc n'hésitez pas tous à dire ce que vous avez apprécié, ce que vous n'avez pas apprécié, ce que vous auriez souhaité en plus. Je crois que c'est important. Ils ont tous passé du temps, ils ont tous contribué à enrichir votre réflexion. Et pour ça, c'est vrai qu'on a tous envie de savoir, quand on le fait, si ça a été bien fait, si ça a été utile et qu'est-ce qu'on peut améliorer. Porteur de fruits pour vous les jeunes qui avez organisé ça, parce que l'apprentissage du montage d'un projet collectif comme celui-là, c'est important. Vous avez tous, vous aussi, mouillé votre chemise. Et donc, n'hésitez pas à le relire, à refaire une synthèse pour savoir ce qui a bien marché, ce qui peut être amélioré. Et puis là aussi, on parle de transmettre vos connaissanses, mais pour le transmettre, pour que ce soit encore mieux l'an prochain, à ceux qui vous succéderont. Donc ça fait aussi partie des règles du jeu. Voilà, sur les quelques petites conclusions que je voulais tirer. Un grand merci à tous ceux qui ont, d'abord à tous les intervenants, je crois qu'ils ont vraiment montré à quel point la richesse du... Il n'y a pas de vérité, chacun a sa réflexion, chacun a son contexte, chacun a ses outils et ses méthodes. Par contre, quand on les compare, quand on les enrichit, quand on les écoute, on arrive toujours à trouver quelque chose qui est adaptable à sa propre situation. Donc ça, merci à vous pour votre travail et votre contribution. Merci aux jeunes, vous avez fait un boulot formidable. C'est pas facile d'organiser des projets et à se répartir le boulot, à trouver des intervenants, à choisir le thème. Donc c'était bravo à vous. Guénel, tu as été bien évidemment parfait. Donc merci pour ça. Merci.
Donc c'était attendu. Merci à vous tous d'être venus, de contribuer comme chaque année à enrichir le travail de l'école, à enrichir son ancrage dans le fait que l'école n'est pas seulement un lieu de formation, c'est aussi un lieu d'enrichissement, c'est un lieu d'échange pour ce triptyque entre les jeunes, les enseignants et les entreprises. On y a été caché dès le début, et l'esprit de ces journées des industriels, c'est aussi ça, c'est d'être un ancrage de réflexion et d'échange entre tous ces partenaires. Donc merci à tous d'avoir participé à ça, et puis bonne fin de journée, et puis à l'année prochaine.